Bonjour tout le monde à la maison, au bureau, assis confortablement dans un transport en commun. Mon nom est Blaise Rémillard, je suis responsable du transport et de l'urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, le Conseil régional de l'environnement, on est une organisation sans but lucratif qui œuvre à faire la promotion du développement durable et à concerter les partenaires dans toute la région de Montréal et qui mène en septembre les rendez-vous de la mobilité durable à chaque année. Donc, c'est une programmation d'activités du Conseil régional et de ses partenaires pour faire rayonner les idées et les acteurs de la mobilité durable partout sur le territoire. Alors, ça me fait très plaisir d'avoir cette discussion aujourd'hui autour du futur de la STM. Et puis, avant de commencer, je vais en profiter pour remercier nos partenaires, dont certains sont présents dans la salle et présents de cet événement d'aujourd'hui. Donc, nos partenaires mobilisateurs, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, merci d'être là. L'Agence de mobilité durable de Montréal également, et les partenaires alliés, la Fondation du Grand Montréal, ainsi que Montréal Physiquement Active. Alors, on aura aujourd'hui un échange avec M. Eric Allen Caldwell, président du conseil d'administration de la STM, suivi d'une période de questions. Alors, dans la salle, je vous invite à préparer vos questions. Même chose sur le web pour la fin de l'échange. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel Lemay, qui est directeur exécutif Affaires publiques, marketing et expérience client de la RTM, qui va venir dire un mot de présentation avant de commencer la discussion. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci, M. Rémillard. Alors, je vais prendre quelques minutes avant l'échange principal pour vous parler de transport collectif et de la RTM. Alors, nous sommes très fiers d'être partenaires de cette édition 2022 de la campagne J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable organisée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal. C'est une riche programmation qui est proposée tout au long du mois de septembre et qui met en lumière toutes sortes d'initiatives très prometteuses qui sont en place aux quatre coins de la ville ou qui sont en développement ou en gestation. La RTM, donc, tient à remercier le CRE Montréal, ses partenaires, ainsi que tous les citoyens, les experts, tout le monde, tous ceux qui se mobilisent durant la campagne pour faire avancer la mobilité durable. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous présenter cette discussion avec le président du conseil d'administration de la STM. Depuis des générations, en fait, la STM est au cœur de la mobilité des Montréalais et de l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine. Au fil du temps et de l'évolution de la métropole, la STM a accompagné les usagers dans leurs déplacements quotidiens, ainsi que dans les grands et petits moments de leur vie, en leur offrant un service de qualité, et ça continue. Elle continue de se renouveler, et comme vous serez à même de le constater ce matin, puisque c'est le thème de l'échange qui suit avec M. Eric Allen Caldwell et M. Rémillard. Peut-être un mot, une petite pause publicitaire, un mot pour rappeler la mission de la RTM, une organisation qui est somme toute relativement jeune. Alors notre mission, c'est que dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, la RTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Comme vous le savez, ça bouge dans le transport collectif, les habitudes, les besoins évoluent constamment, mais encore plus, évidemment, de changements depuis cette fameuse pandémie qui n'en finit plus, dont évidemment le télétravail, le magasinage en ligne, il y a toutes sortes de choses qui amènent des impacts sur l'écosystème du transport collectif. Mais au-delà de ça, je pense qu'on réalise tous à quel point le transport collectif joue un rôle majeur dans l'aménagement de nos villes et dans la manière dont nous voulons penser et organiser nos milieux de vie. C'est une donnée qui est très importante et qui est au cœur de la mission de la RTM, notamment en matière de planification. Donc, pour nous et pour nos partenaires, notamment les OPTC, ça se traduit par la nécessité de continuer à améliorer l'offre de services et à bonifier l'expérience des usagers.
on veut collectivement, ensemble, que d'ici 2050, la majorité des déplacements des citoyens se fassent en transport collectif ou avec les modes actifs, la marche, le vélo notamment. C'est comme ça qu'on va arriver à réduire la congestion routière, lutter contre les changements climatiques et, comme je le disais, bâtir des milieux de vie humains. La refonte tarifaire, qui est dans l'actualité, dont l'implantation a commencé en 2021, va contribuer fortement à l'atteinte de cet objectif en simplifiant l'accès au transport collectif. C'est une démarche de la RTM qui est menée en collaboration très étroite avec ses partenaires, dont bien sûr les OPTC, EXO, REM, le RTL, la STL et bien sûr la STM, de même qu'avec la CMM, les municipalités et le gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de monde dans le transport collectif qui s'active en équipe. C'est pas tout. Il n'y a pas seulement la refonte tarifaire, il y a un paquet d'autres choses en gestation et rassurez-vous, là, je ne vais pas toutes les expliciter, il y en aurait pour assez longtemps, mais je tiens quand même à mentionner notre ambitieux projet collectif, lui aussi, de mobilité intégrée qui vise à simplifier l'accès à l'ensemble des services de transport durable qui sont disponibles sur le territoire. Alors éventuellement, à partir d'un guichet unique, la vision, c'est qu'un citoyen pourra planifier ses déplacements selon ses préférences en combinant plusieurs modes de transport. Il pourra acheter ses titres et les valider tout au long de son trajet. Alors, c'est quelque chose qu'on prévoit pour le futur rapproché. Évidemment, vous le savez, il y a bien d'autres grands projets, notamment des grands projets d'infrastructure qui sont à des stades variés d'avancement. Alors, il y a évidemment le SRB P9 qui va être bientôt parmi nous. Il y a le REM qui va être bientôt parmi nous. Et bien sûr, le prolongement majeur, le projet majeur que représente le prolongement de la ligne bleue, dont il va sûrement être question dans la discussion qui s'en vient. Et on a aussi un projet, comme vous le savez, qui est à l'étude, le fameux projet du Grand Sud-Ouest, qui consiste à avoir un mode structurant de transport collectif électrique pour relier les arrondissements du Grand Sud-Ouest au centre-ville. Alors, comme je le disais tantôt, c'est très évident que ça bouge dans le transport collectif. En terminant, je veux simplement souligner le travail remarquable des équipes motivées et créatives qui assurent au quotidien l'opération et le développement du transport collectif, notamment les équipes de la STM, qui, ce matin, invitent tout le monde, par les temps qui courent, invitent les gens à se reconnecter, et on est bien d'accord avec ça. Alors, sans plus tarder, je cède la scène à cet échange entre M. Caldwell et M. Rémillard. Merci. Merci beaucoup, M. Lemay. Alors, c'est excessivement précieux d'avoir des partenaires comme ça pour tenir les rendez-vous de la mobilité durable et faire avancer le transport collectif dans la région. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers vous, M. Caldwell. Bonjour, bienvenue. Bonjour, content d'être ici, toujours content de parler du transport collectif. J'espère que je pourrai vous communiquer mon enthousiasme pour le développement du TC à Montréal. Oui, bon, ben c'est exactement pour ça que c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes conseiller municipal du district d'Hochelaga depuis 2013. Dans un précédent mandat, vous avez été responsable de l'urbanisme, du transport collectif et de l'Office de consultation publique de Montréal. Et vous voilà depuis novembre dernier à la présidence de la STM, en plus de garder votre titre de poste de conseiller et d'être membre du comité exécutif de la ville. Alors, j'aimerais d'abord savoir quel est le rôle du président du conseil d'administration de la STM et en quoi la présence d'un élu à ce poste fait une différence. Petite précision, j'étais dans le dernier mandat responsable de l'ensemble de la mobilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise l'ensemble de la mobilité, le lien et le partage entre la mobilité classique, le transport routier, la mobilité des marchandises, qui est un aspect important aussi dans nos vies. Mais pour la mobilité des personnes, c'est principalement le transport actif, le transport routier classique et le transport collectif. Donc, j'étais au cœur de cette stratégie de l'administration Plante de repartager l'offre de transport afin de privilégier la mobilité durable. Et ça, c'est les transports actifs. On a été on était dans une phase de développement, disons-le comme ça, pour le développement du transport actif et justement aussi cet élan pour le transport collectif et actif. Donc, là, nouveau mandat, président de la STM, bien entendu, quand on vit dans une ville,
qui est dans la gouvernance des sociétés de transport. Les sociétés de transport relèvent des villes, c'est les villes qui adoptent le budget, qui nomment les membres du conseil d'administration. Mais c'est de s'assurer que cette cohérence-là, puis que ce maillage-là entre la ville et sa société de transport est vraiment un levier pour le développement de la mobilité durable. Quand on pense la ville, quand on pense la réorganisation de la rue, quand on planifie l'allocation des ressources, quand on priorise, je bénéficie d'avoir été autour de la table pour la réflexion sur l'ensemble de la mobilité et je bénéficie de cette expérience pour la mettre au profit du transport collectif pour nous permettre d'aller plus loin. Donc, clairement, rapprocher la ville et sa société de transport, c'était un objectif avoué. En me nommant aussi, la mairesse m'a donné des mandats clairs. Rapprocher la ville et le transport collectif en était un. Débloquer le dossier de la ligne bleue. Ça a bien évolué. Troisièmement, travailler sur les questions de financement du transport collectif. Et là, en tant qu'élu, je suis aussi, au municipal, je suis aussi bien conscient des mécanismes de dotation municipale et aux autres paliers de gouvernement. Donc, bien entendu, mon expérience d'élu, mais dans cette grande bataille, cette cause-là que j'ai embrassée de plein front, qui est celui du financement du transport collectif. Alors, j'essaie de faire la différence. On revient à la base, c'est ça. Question de faire la différence. Là, vous êtes un fervent défenseur de la mobilité durable, comme vous l'avez dit. À mon sens, vous êtes un des meilleurs orateurs sur la question à Montréal. Et dans une administration qui a quand même placé la barre très haute en termes de mobilité durable. Par exemple, le plan climat de Montréal contient un objectif de réduction de la part modale d'auto-solo de 25 % d'ici 2030. Alors, pourquoi est-ce important d'être aussi ambitieux? Je pense qu'il faut se le rappeler régulièrement quand on voit tous les projets de développement sur la table et qu'il y a des acteurs comme nous qui poussons pour que ça aille encore plus vite, plus loin. Comment est-ce que la STM va pouvoir contribuer là, à l'atteinte de ces objectifs-là aussi? Bonne question. Clairement, là, il y a quelque chose, on va se le dire. Là. Montréal est une métropole de calibre international. Montréal va être à l'avant-garde de toutes les innovations en termes de développement urbain, en termes de transition écologique, en termes d'évolution de l'offre de transport. Et pour être à l'avant-garde, comme on l'a été, merci d'avoir rappelé ce patrimoine collectif-là, qui est l'offre de services de la STM au cours des années, qui est la performance du métro de Montréal. On a hérité d'un patrimoine formidable à Montréal, c'est-à-dire un réseau d'autobus, un réseau de métro qui offre une offre de services de base. Comment, avec ce patrimoine-là, on se transporte dans le 21e siècle et on fait en sorte de toujours mettre le TC, le transport collectif, au cœur de notre vision de développement. Et en tant que responsable de l'urbanisme, j'étais à même de constater, sans être un spécialiste de la question, quand on planifie un quartier, quand on pense une ville, il y a des réflexes. Bien entendu, les infrastructures souterraines, l'eau, les égouts. Mais en termes de mobilité, ça reste quand même l'articulation d'un réseau routier, qui est la référence, la base. Et d'ailleurs, au début, quand j'étais en politique, on l'entend un peu moins. Je me rappelle m'être fait dire par un responsable urbaniste de l'époque, avant de mettre des autobus, il faut construire des routes pour mettre des autobus. Mais non, à quelque part, il faut faire évoluer le paradigme. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir notre ville, planifier et penser notre ville pour qu'elle s'articule, pour que la mobilité s'articule autour d'une offre de transport collectif. Et non pas faire du rétrofit ou ajouter une offre complémentaire de transport collectif à une offre incontournable qui est l'offre routière. Donc, beaucoup de métropoles où le transport collectif s'impose comme une mobilité incontournable ont déjà ce réflexe-là. À Montréal, on l'a de plus en plus. Mais pour ça, il faut toujours rappeler justement que dans l'ensemble de nos opérations, l'ensemble de notre planification budgétaire, l'ensemble de nos ambitions remettent, en termes de mobilité, toujours le transport collectif en haut de la ligne. Que ce soit l'articulation centrale, la colonne vertébrale du développement de la mobilité, ça doit être le transport collectif. À une autre époque, c'était les routes. À une autre époque, c'était le réseau ferroviaire. À une autre époque, c'était les ports et les transports maritimes. Là, dans nos villes, pour le transport des personnes, transport des marchandises, encore là, répond peut-être à une autre logique, mais pour le transport des personnes, c'est le TC
qui est la base de tout. Alors ça, il faut tenir le fort. Faut tenir le fort, justement. Comment on explique ça à des populations qui se mobilisent parfois pour s'opposer à un service rapide par bus sur leur rue, retrait de stationnement pour favoriser la circulation du bus? Comment on les convainc, ces personnes-là? C'est une très bonne question. Forcé de constater qu'on ne les convainc pas toujours. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat public, justement, pour orienter les décisions, orienter l'investissement et un ralliement autour des options privilégiées et choisies. Donc, il faut revenir à la base, faire le calcul des impacts et le calcul des bénéfices. Et le calcul des bénéfices en termes de capacité à financer un transport collectif performant et que socialement, tant qu'individuellement, ça soit à l'avantage de notre portefeuille. Là. On sait qu'en collectivisant, je pense que j'ai inventé un terme, en rendant collectif les coûts et les infrastructures, on diminue la charge personnelle, que ce soit via notre budget personnel en transport ou via le budget public des autorités. Donc, en démontrant clairement le bénéfice clair. Après, les autres bénéfices sont aussi, et on pourrait les décliner, les bénéfices environnementaux. C'est donné, comme vous le dites, puis on s'est tous donné des objectifs clairs en résilience écologique, en atteinte de nos objectifs pour la réduction des gaz à effet de serre. Fait que là, si on est sérieux, faut pas attendre que ça arrive, puis il faut le provoquer. Et on peut démontrer les bénéfices clairs de la progression du transport collectif là-dessus. Après, il y a les autres bénéfices qui sont la santé et la sécurité urbaine. C'est un cadre de vie plus agréable d'être à côté d'un métro qu'à côté d'une autoroute. C'est l'évidence. Et après, la capacité de récupérer l'espace qui est déjà public à d'autres fins que, par exemple, le stationnement des autos. Une auto stationnée, plutôt que d'avoir un jardin à un endroit, on est capable de voir que, dans un cas, il y a peut-être un bénéfice à garder une auto immobile, mais on peut voir aisément aussi le bénéfice qui est d'avoir un jardin à ce même endroit-là. Donc, on doit avoir cette maturité-là, de ne pas juste s'opposer l'un à l'autre, mais de clairement calculer les impacts, les coûts, d'une part, et les bénéfices d'autre part, pour justement démontrer, et moi, je ne me gênerai pas, je serai sans gêne et sans complexe là-dessus, pour dire que le meilleur business case, en termes de mobilité et en termes de développement des villes, c'est le transport collectif. Résolument, et ça, il faut le faire de plus en plus. C'est notre fardeau, c'est notre responsabilité, et ça sera un des tons de ma présidence également. Résolu, décidément. Alors, parlez-nous un peu des projets qui vont accompagner cette vision-là. La STM développe beaucoup de projets. Il y en a été quelque peu mention dans le mot de M. Lemay. Alors, comment la STM va développer le service dans les prochaines années? Oui. On me dit de parler plus près du micro. Je suis capable de m'ajuster. Parfait. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Des projets. Il y en a un là, qui est majeur, là, qui est l'électrification de notre flotte d'autobus. On a des autobus hybrides ou des autobus à diesel. Et le fait de passer à l'autobus électrique, les autobus à pile, ça va changer à peu près 80% de nos processus. Ça va du temps de recharge, du temps où l'autobus est garage, les opérations de l'autobus est au garage, la planification des routes, la planification du ravitaillement, l'ensemble de l'entretien mécanique, la sécurité dans nos rues. Donc, il y a là, on ne se le cachera pas, là, une charge pour toutes les sociétés de transport. On pourrait dire on roule pépère au diesel, puis on fait du transport collectif, puis déjà le transport collectif est un bienfait. Mais non, on se donne cette charge supplémentaire-là parce qu'on veut être à l'avant-garde, justement, en termes de développement, de répondre aux défis de l'électrification des transports pour la flotte d'autobus. Ça va être majeur. Ça va faire qu'on va utiliser plus d'énergie électrique dans nos autobus que dans le métro. Dans un rapport de 1,5 fois.
Ça va faire qu'on va changer tous nos autobus. Tous nos mécaniciens devront avoir des nouvelles formations parce que le transfert va se faire sur un horizon de 16 ans. On remplace un 16e de la flotte à chaque année. Ça va faire que nos infrastructures de garage vont être à revoir. Donc, il y a là tout un coût, mais toute une opportunité aussi pour revoir l'ensemble de nos processus et se demander comment est-ce qu'on peut être plus performant et mieux répondre aux services de la clientèle. Alors, il y a un grand rendez-vous, une grande mobilisation à la STM justement autour de cet objectif-là et on est fiers de le faire. On est fiers de le faire, ça ne sera pas facile. On ne sait pas quelle sera la fiabilité de nos bus, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'assurer que l'autobus soit au rendez-vous à temps. C'est une page inconnue dans le livre du développement de la STM, mais ça nous interpellera dans toutes les facettes de notre service ou de nos opérations qu'il y a là aussi une occasion de renouveau. Après, vous en avez parlé un peu plus tôt, le développement du prolongement de la ligne bleue. Pas de métro depuis 40 ans à Montréal, beaucoup de sinistres. J'étais encore dimanche à Saint-Léonard, à la fête des citoyens de Saint-Léonard, où les gens disaient « Ouais, on nous l'a déjà fait, le prolongement de la ligne bleue. » Là, après 40 ans, on considère que notre réseau de métro, ce patrimoine-là, peut être bonifié, peut être augmenté. On vient ouvrir vers l'Est, dans un endroit qui est le royaume du centre d'achat et de l'automobile. Donc, en termes de renouveau urbain, c'est formidable. Donc là, dans toutes les facettes du prolongement de la ligne bleue, pas que le développement de la mobilité, mais le renouveau urbain, l'intermaillage avec le reste de la mobilité durable, le rabattement en transport actif en transport collectif, les réseaux régionaux, parce que le prolongement de la ligne bleue va aider au rabattement régional de la Couronne Nord et de Laval, entre autres, et de l'Est de Montréal. Donc, comment est-ce qu'on fait de ce projet-là, qui est un projet très cher, un projet qui en vaut la peine sur toutes ses facettes? Et ça, quand ça fait 40 ans qu'on n'a pas développé de métro à Montréal, c'est extrêmement grisant de dire « Ah, OK, voici ce qu'on a appris du passé, voici ce qu'on a appris de ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde, puis voici comment est-ce qu'on sera exemplaire, puis on ne manquera pas notre shot, je peux vous le dire. » Donc, au défi. Il y en a un qui est un peu moins sur le radar, mais que je commence à l'aborder à toutes les fois. C'est le métro de Montréal. Le métro de Montréal est formidable. C'est un actif formidable. Moi, je parle d'un patrimoine. Mais le métro de Montréal, on ne peut malheureusement pas le prendre pour acquis. C'est une infrastructure qui a 50-60 ans. Puis, comme pour l'ensemble de nos infrastructures, que ce soit les hôpitaux, que ce soit le réseau routier, on le voit là avec le pont-tunnel Louis-H. Lafontaine, avec Turcot il y a quelques années, et le boulevard métropolitain dans les années qui viennent, à un moment donné, une question on est à un nouveau cycle de vie où il y a des investissements majeurs qui sont requis. Ça a été fait pour le matériel roulant avec les MR63, qui sont les métros qui datent des années 60, qui ont été remplacés par les trains Azur. Là, il y a les métros qui datent des années 70 qu'il faudra remplacer. Mais l'ensemble de l'infrastructure, on voit beaucoup de travaux autour des stations de métro du centre-ville où on refait la membrane d'étanchéité. C'est pas très sexy comme travaux, mais si on veut se donner un autre 50-60 ans, il faut le faire. Là. C'est des travaux qui, dans la vie d'une infrastructure, sont normales, prévisibles. Et ce que je réalise depuis les quelques mois où je suis à la présidence de la STM, c'est que peut-être un peu comme nos écoles, peut-être un peu comme notre réseau routier, peut-être un peu comme d'autres infrastructures publiques, on a un rattrapage à faire. Là. Donc, il y a comme une mobilisation pour faire en sorte que notre métro ait un deuxième cycle de vie très performant. Et j'insiste sur le très performant, parce que si on laisse l'infrastructure se dégrader, c'est la performance, la fiabilité qui sera plus au rendez-vous. Donc, moi, je vois ça comme un défi aussi, faire en sorte de s'assurer que notre métro, ce patrimoine-là, qu'on le garde performant, mais ça, je vous le dis, ça va prendre un coup de barre. Ça va prendre un coup de barre d'investissement et il y aura peut-être une réflexion à avoir sur l'ensemble de nos infrastructures publiques. Pourquoi est-ce qu'on attend les wake-up calls? Mais là, on n'est pas loin du wake-up call pour le métro. Là. Alors, et bien entendu, autre défi, mais l'accessibilité universelle.
Là, on est dans des conceptions, la conception du métro de Montréal qui a été faite il y a un demi-siècle, sans notion d'accessibilité universelle. C'est pas une critique, c'était pas sur leur radar. Résolument, c'est sur le nôtre. Quand on veut que le transport collectif fasse la différence, puis fasse la différence pour tout le monde, puis fasse en sorte qu'il y a des gens qui ne le prennent pas encore, qui se mettent à le prendre, il faut répondre au défi de l'accessibilité universelle. On le fait avec notre réseau de transport adapté, il faut le faire avec le métro. Et après, j'en ai parlé parce que j'en parle à toutes les deux phrases, mais je reviens au défi du financement du transport collectif, là. Encore là, cet apprentissage comme politicien qui commence à avoir de l'expérience, on pourrait dire vieux politicien, l'attrait pour le développement et l'annonce des nouveaux projets est toujours présent. L'attrait pour le maintien des infrastructures, comme je viens d'en parler, puis un modèle stable de financement pour assurer l'offre, peut-être moins évident. Donc, c'est à moi de le remonter dans l'échelle des priorités. Donc, ça, c'est un défi qu'on a clairement, parce que ça a été dit à maintes reprises, par à peu près tout le monde de crédit dans le dossier. Il y a un problème structurel de financement du transport collectif, puis ce problème-là met à mal notre prestation de service. Absolument. Puis, aparté, avec l'Alliance Transit pour le financement du transport collectif, on a fait un rapport là-dessus qui démontre bien à quel point la crise, elle nous pend au bout du nez et pendant qu'on chante les vertus du développement durable, on investit toujours plus dans le développement de nouvelles infrastructures routières et c'est au détriment, bien sûr, du maintien des actifs et puis du transport collectif. Tu permets, Blaise? Oui. Là-dessus, justement, il y a cette question-là. Là. Je parlais de patrimoine de réseau de transport collectif, clairement, avec une infrastructure lourde comme le métro. On sait qu'on a un réseau très, très étendu de routes au Québec qu'il faut entretenir. Donc, avons que c'est un incontournable. Par contre, c'est dans l'argent supplémentaire qu'on met, tant pour le développement du TC que pour son entretien, que pour le développement du réseau routier. Si on veut vraiment résolument passer dans un autre cycle, où là, la priorité pour les années qui viennent, c'est le développement via l'offre de transport collectif, au-delà du maintien, dans l'argent qui est disponible ou qu'on rend disponible pour le développement, là, clairement, il faut savoir tracer la ligne puis dire que c'est pour le TC. Et quand on se compare, parfois on se désole. Dans votre rapport que vous citiez, justement, il y avait une comparaison avec l'Ontario, où là, toute couleur politique confondue, en Ontario, il y a une espèce de cri de ralliement qui est comme l'argent supplémentaire puis le développement, ça va au TC, là. Ça va au transport collectif, on n'y est pas avec ça. Là. Alors, j'ai le goût de répéter, on n'y est pas avec ça. Alors, une dernière question là, avant de passer aux questions du public. Si on vous donnait les 3 souhaits du président pour votre mandat, pour votre legs, pour le transport collectif à l'avenir à Montréal, qu'est-ce que ce serait? Les souhaits, je vais les concevoir comme une charge de travail puis une responsabilité. J'aimerais être un génie dans la lampe où les 3 souhaits seraient exaucés. Mais pour moi, ça va être pourquoi je vais me lever le matin d'ici la fin du mandat, justement, comment est-ce qu'on peut faire la différence. Il y aura des éléments que j'ai mentionnés auparavant, mais si je résume, là. Je l'ai dit, là. C'était pourquoi je travaillais quand j'étais responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est pourquoi je travaille encore aujourd'hui dans un monde où il n'est pas acquis que la référence dans le développement d'une métropole comme Montréal pour le développement de la mobilité soit le transport collectif, à l'imposer, à le répéter, à être pugnace et tenace là-dessus. Clairement, quand on pense développement d'un nouveau quartier, quand on pense développement de la mobilité de d'autres quartiers parce qu'on y voit une densification urbaine qui nous permet de retaper nos infrastructures, clairement que le transport collectif soit au top. Puis là, je fais un appel à l'ensemble de mes amis planificateurs urbains et urbanistes pour qu'à quelque part, dans
le paradigme et la méthode de développement d'une ville, ce qui s'impose comme infrastructure de base, ne soit plus que les infrastructures souterraines, les équipements collectifs et les routes, mais l'offre de transport collectif. Après, déclinons-la comme on veut, mais ça doit être à la base de tout. Donc ça, c'est tellement intégré dans mes priorités que ça transpire dans toutes les pores de ma peau et de mes représentations. Deuxièmement, la STM est là depuis plus d'un siècle. La STM a une expertise. La STM doit être notre champion, notre leader en mobilité durable. Doit être la force qui fédère l'ensemble des acteurs de la mobilité durable, doit être le promoteur, l'agent de changement pour justement faire que le transport collectif reste attractif, pertinent et qu'on défende son bien fondé et la performance de l'offre. Donc, un leader, ça veut dire qu'on se pose toujours la question comment est-ce qu'on peut rallier le transport collectif. Parce qu'on le sait tous, c'est pas un contre l'autre dans le transport collectif où on va arriver à faire la différence, mais c'est comme la RTM le disait précédemment, en offrant justement une intégration de l'offre. Alors, quand on parle d'intégration de l'offre, ça veut dire qu'on ne travaille pas chacun de notre bord, qu'on pense avec nos partenaires et qu'on avance. Donc, la STM ne doit pas et ne sera pas repliée sur elle, mais ouverte à la communauté, ouverte à l'évolution en monde de transport. On ne veut pas être sur la défensive, on veut être sur l'offensive. Donc, clairement, un élan pour la STM, un rôle incontournable comme leader de la mobilité durable. Troisièmement, j'en ai parlé dans les objectifs que la mairesse m'a donnés, financement du transport collectif. Où là, avec la pandémie, premier objectif, c'est reprendre l'achalandage. C'est autour de 70% de l'achalandage équivalent en 2019. C'est pas assez. La reprise du trafic a été plus affirmée que la reprise de l'achalandage du transport collectif. Donc, clairement, une reprise de l'achalandage qui stimule chez nous les réflexes de se dire comment non seulement on dessert bien nos clients existants, mais comment est-ce qu'on dessert bien les clients qu'on a perdus ou ceux qu'on va aller chercher. Et pour ce faire, pour être capable de se projeter, pour être capable de planifier la croissance puis sa place et l'évolution de l'offre de transport, là, je redis ce qu'on aurait dit encore, là, c'est réparer la structure de base du financement du transport collectif en justifiant les bienfaits, en démontrant la valeur de l'investissement, parce que clairement, là, on va se le dire, là, on est dans une position où, au sortir de la pandémie, il y a un enjeu là. Il est difficile pour moi, dans les paramètres actuels, aujourd'hui à la STM, de dire on sera en pleine croissance. Alors, c'est pour ça qu'on travaille à changer, on travaille à démontrer, justifier et provoquer le changement justement sur le financement du transport collectif. Et ça repasse dans un premier temps avec la reprise de notre achalandage. La STM est formidable dans la connaissance des besoins de ses clients. On a le fardeau ou la responsabilité d'être souple dans la façon d'y répondre, justement pour être au rendez-vous pour les Montréalais qui veulent reprendre la STM. Donc, mes 3 priorités, je suis un esprit simple, là, c'est ça, 1, 2, 3. Vous m'auriez demandé 4, j'aurais été embêté, mais c'est les 3. Alors, si vous voulez poser une question difficile au président du conseil d'administration de la STM. Merci d'être là. J'ai pas pris le temps de saluer les gens. Merci d'être là. Je suis toujours très content de pouvoir parler du transport collectif. Merci beaucoup, Blaise, de l'invitation. Merci. Merci à nos partenaires de la RTM d'être avec nous aussi et d'avoir provoqué cet événement-là. Alors, dans la salle, on a un micro qui peut vous être acheminé si vous avez une question ou en ligne également. On a des personnes qui vont m'acheminer vos questions ici, sur la scène. Alors, question du public. Alors, je vais y aller d'une des miennes pendant que les esprits s'activent. Imaginons que l'achalandage ne reprend pas, qu'on ait 1 an, 2 ans, 3 ans encore, et puis qu'on stagne à 70%. Qu'est-ce qui est envisagé? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'on s'en va vers la spirale de la réduction des services?
qu'est-ce que vous imaginez pour un cas où l'achalandage ne reprend pas? Attendez un peu, là. Imaginons que l'achalandage ne reprenne pas. Pensons à ce scénario catastrophe là, pendant un instant. Là. Ça voudrait dire que l'évolution de la croissance des besoins de mobilité, c'est d'autres qui les captent. Bon, quand c'est les transports actifs, on est content, mais lorsque c'est la mobilité classique, en routier, comme on voit ce qui se passe présentement, mais ça veut dire encore plus d'investissement dans la route, encore plus de maintien, encore plus d'impact sur la non-atteinte de nos objectifs en réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est une fatalité auquel je ne peux me résoudre, là, on va se le dire. Là. Donc, clairement, et là, c'est intéressant parce que la voie n'est pas tracée. Clairement, la reprise de l'achalandage, on doit être très dynamique et à l'écoute de nos clients, très à l'affût de ce que font les autres métropoles à travers le monde. Mais ce n'est pas une possibilité, soyons clairs. C'est pas une possibilité, justement, qu'on ait une offre de transport capable d'absorber un plus grand achalandage, qui soit sous-utilisé. C'est pas une possibilité que la croissance des besoins soit captée par d'autres. Sans tout ce qu'on fait, dessiner des lignes de métro, acheter des nouveaux autobus, va devenir impertinent. Donc, il faut répondre à ce défi-là. À quel rythme ça se fera? Ça, c'est pas clair. Mais il faut répondre à ce défi-là. Là. Clairement, on va reprendre l'achalandage. Je ne peux pas vous dire quand, parce que ce que nous apprend la pandémie, c'est que la science de la prédiction est une science inexacte, mais je peux vous dire que résolument, on doit le reprendre. Et si cette proportion-là du transport collectif dans nos vies, on veut qu'elle s'accroisse, il faut s'arranger pour que ça se fasse. Là. Puis là, tous les acteurs de la société doivent être au rendez-vous. Puis nous, on sera certainement à l'avant-plan. Moi, je ne peux me résoudre à ça. Tout simplement pas. Je refuse votre question. C'est très bien, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Parlons de la ligne bleue. Je pense que c'est un chantier emballant. C'est un chantier nécessaire puis qui ouvre des portes peut-être même, je dirais, inattendues dans le développement de la ville. Ce matin, on voyait là, des documents, est-ce des documents électoraux ou des documents de planification, mais d'un développement du secteur des Galeries d'Anjou avec l'ajout de traverses de part et d'autre de l'autoroute 25. Alors, premièrement, peut-être, nous en dire un petit peu sur la progression des travaux, vers quelle, si on a une date de début des travaux pour nos auditeurs. Et puis, comment vous voyez le rôle là, de la STM dans le développement urbain qu'elle amène et puis la connexion entre le service qu'elle offre, qui est le service de transport, et le reste du développement urbain? Pour bien comprendre l'ampleur du défi, j'invite tout le monde à aller prendre une marche aux Galeries d'Anjou. À côté des Galeries d'Anjou, dans le coin, vous prenez la rue à côté du Wendy's, vous rendez jusqu'à l'autoroute, vous regardez de l'autre bord de l'autoroute, puis vous demandez comment je m'y rends. Vous constatez que l'ensemble de l'aménagement des lieux est pensé pour l'automobile si vous le faites à pied. Vous ne trouvez pas d'espace sous marché, vous ne trouvez pas d'arrêt d'autobus, vous ne voyez pas de vélo, vous voyez une mer d'asphalte et plein d'obstacles infranchissables. Donc, clairement, le lien qui est un métro souterrain qui nous permet une bonification de l'aménagement à surface, c'est comme un rêve, là, le prolongement de la ligne bleue. Là. Quand on se promène aux Galeries d'Anjou, puis on se permet de se projeter avec ambition, comme veut le faire le propriétaire des lieux, Ivanhoe Cambridge, permet de se projeter avec ambition sur comment est-ce qu'on pense une ville autour d'un nouveau métro. Là. Bien là, force est de constater que le terrain de jeu est là. Alors, clairement, c'est en offrant aux travailleurs, aux clients des commerces qui seront sur place, aux travailleurs qui pourront être attirés pour aller travailler là dans des lieux d'emploi, aux résidents, un cadre de vie qui leur permet
de se libérer justement du fardeau, d'avoir à faire ses achats, ce déplacement pour le travail ou la vie familiale en auto, en le faisant en transport actif et collectif. Donc, en réorganisant l'ensemble des activités urbaines autour de cette colonne vertébrale-là, on devrait peut-être faire ça ensemble, organiser une belle marche là, dans le coin d'Anjou, parce que ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si nos assureurs Bon. le permettraient. L'assurance piéton, la Société de l'assurance piéton du Québec, une filiale de l'assurance automobile du Québec. Non, donc, mais clairement, là, donc, dans mon élan d'enthousiasme, j'en suis venu à oublier votre question, mais je crois que c'était comment est-ce qu'on va y arriver, c'est ça? Non, mais en fait, c'est tout le moteur de développement que ça représente pour le secteur. Je pense que ce que vous le décrivez bien. Il y avait une autre question qui était où est-ce qu'on en est dans la planification? Quand est-ce qu'on commence? Ouais. Quand est-ce qu'on commence? On a vu que, il y a eu une petite hésitation dans les dernières années là, au niveau des coûts. Là, ça semble être reparti sur les rails. Follow the money, on a dit à un moment donné, le chèque est dans le mal, là, le chèque est encaissé, là, on va se le dire. Là. Donc, follow the money, les crédits ont été débloqués en l'attente de l'adoption du dossier d'affaires. Il y a des appels de qualification en cours pour le tunnelier. Bientôt, appel d'offres pour le tunnelier, bientôt on creuse. Là. Il y a un bureau de projet qui est entièrement mobilisé. Entre vous et moi, on a franchi une étape de non-retour dans l'ensemble des investissements de la planification. Donc, le prolongement de la ligne bleue, là, c'est le genre de clip que quand on fait les montages aux nouvelles, là, on monte jusqu'aux années 80 de tous ceux qui ont dit en regardant la caméra, le prolongement de la ligne bleue se fera. Mais moi, j'ai raison. Donc, vous avez raison que ça va commencer à quel moment? Au cours des prochaines années, le bureau de projet, il y a déjà des travaux préparatoires pour justement les infrastructures urbaines autour du tracé, qu'on les adapte pour pouvoir creuser le trou. Donc, on est déjà en train de creuser pour s'organiser à creuser le trou, les étapes d'approvisionnement pour un tunnelier. Vous savez, à la STM, comme la Ville, on est régi par un processus d'approvisionnement public. Et c'est parfait ici. C'est parmi les apprentissages de la commission Charbonneau et tout le remous qu'on a eu au début du 21e siècle. C'est un processus assez lourd. C'est assez hors norme. Donc, si on veut le faire au meilleur coût possible, parce qu'après on veut en faire d'autres, il faut faire la démonstration qu'on le fait au meilleur coût possible. Mais on suit un processus rigoureux, puis on est en plein là-dedans. Donc, je n'ai pas de date à vous annoncer aujourd'hui, parce que je suis extrêmement prudent, mais ça s'en vient. J'aimerais aller aussi sur un autre sujet, peut-être un peu moins populaire que le métro. Je suis content que vous ayez parlé de maintien des actifs parce que je vous aurais amené là. Je pense que l'autre sujet peut-être sous-estimé, c'est le développement du réseau de bus. Alors, dans les dernières années, on a vu la STM lancer une campagne Mouvement Bus avec la planification de nouvelles mesures préférentielles pour bus et puis nouveaux aménagements. Là, on voit justement avec l'achalandage la capacité résiduelle dans le fond dans le réseau qu'il y a peut-être façon de redéployer le bus. Comment le bus va être un outil de développement à la STM? Le bus déplace des millions de personnes. On va se le dire, là, entre nous, le bus, et je suis un politicien, je suis habitué à défendre des projets, à constater leur attrait, à constater l'aspect de persuasion, de séduction qui ont différents projets parmi d'autres auprès des bailleurs de fonds. Le bus est moins glamour que le métro, on va se le dire. Mais le bus répond à une fonction tellement importante dans notre ville pour les quartiers où on n'a pas encore d'infrastructures lourdes, pour le rabattement efficace à nos infrastructures lourdes et pour l'accès universel également. Pour l'accessibilité universelle, il faut le prendre, l'autobus. Il faut le prendre pour voir justement l'immensité des besoins qui y répond. Et on l'a vu pendant la pandémie. C'est pour ça que l'offre de services de bus a été maintenue pendant la pandémie. C'est quand on voyait
l'efficacité de l'autobus, entre autres pour les travailleurs de la santé, qui était l'essentiel de l'essentiel pendant la pandémie, on aurait peut-être pu fermer des autoroutes, mais on n'aurait pas pu fermer notre réseau de bus. Là. Donc, clairement, il faut encore là, je parlais de business case, là. Moi, je veux qu'on devienne meilleur pour défendre l'utilité et la pertinence du bus en ville. Je vous le dis, là, je l'ai vécu, là, dans ma vie précédente, puis dans ma vie actuelle, le ralliement qui se crée facilement autour du tramway ou du métro ne se crée pas aussi aisément autour de l'autobus. Par contre, il est tout aussi essentiel. Donc, pour ça, j'en parlais tantôt, cette opportunité qu'on a avec le renouvellement de la flotte pour des autobus complètement différents. Un autobus électrique et un autobus classique ne répond pas aux mêmes logiques, aux règles d'opération. On a l'opportunité pour dire on arrive avec une nouvelle conception de l'autobus en ville, une nouvelle conception justement de comment est-ce qu'on accompagne l'autobus dans la prestation de service, puis comment est-ce qu'on est efficace dans son opération. Mais clairement, nos infrastructures de bus, on est appelé à construire des nouveaux centres de transport, à renouveler notre flotte et à confirmer la place de l'autobus dans nos villes avec la récupération d'espace. Ça s'appelle des voies réservées. Que ce soit en heure de pointe ou 24 heures, si on veut que les gens prennent l'autobus, on a une obligation de performance par respect pour ceux qui font ce choix-là et pour aller chercher des clients supplémentaires. Donc, la place de l'autobus, sa pertinence, sa performance et sa prépondérance dans le développement de l'offre de transport est au cœur de notre stratégie à la STM. J'y ai participé en tant que responsable de la mobilité dans l'élaboration du mouvement bus et là, je suis content d'être à l'avant-plan, justement, à titre de président de la STM, pour continuer ce travail-là. Mais je vous le dis, là, faites le test, là, dans vos cocktails, dans vos rencontres sociales. Le bus est moins glamour que le métro, mais moi, je suis un de ceux qui est très fier de prendre l'autobus. Et je veux qu'on monte ça socialement et collectivement dans l'échelle de nos priorités, la place du bus. Alors, je suis content que vous me posiez la question parce qu'il y a un petit quelque chose à réparer, là, je dirais. Je rappelle qu'on prend les questions dans la salle, alors on peut vous approcher le micro, merci. En ligne aussi également pour ceux qui nous suivent confortablement assis dans un train exo ou dans le métro. Dans le métro, on a le Wi-Fi, pas le Wi-Fi, mais les ondes cellulaires partout dans le métro. Oui, on peut nous écouter en déplacement dans le métro. Alors oui, allez-y. Bonjour. On sait bien que le meilleur plan de transport, c'est un plan d'urbanisme, en fait. Et j'aimerais savoir, est-ce que l'STM prévoit travailler plus en partenariat dans le développement urbain, surtout pour diversifier les sources de financement? Est-ce qu'on peut prévoir comme la captation de valeurs foncières, comme on fait le redéveloppement de ligne bleue, le prolongement, on crée beaucoup de valeurs foncières. Est-ce que ces valeurs qui sont développées vont à l'STM? Est-ce qu'on peut garantir qu'ils vont continuer à fonctionner comme source de financement pour l'STM au futur? Et ça s'applique pour les RTM aussi, comme tous les développements autour des stations de train en région. Comment on peut approfondir ce lien-là entre le développement et le réseau structurant? J'aimerais apprendre. Quelques éléments là-dessus. Un, il y aura pour le prolongement de la ligne bleue des redevances, comme il y en a pour le réseau express métropolitain ou électrique, le REM, comme il y en aura pour le REM. L'enjeu de la captation de la plus-value foncière nous ramène quand même à un autre élément bien important de la planification de l'allocation des ressources en transport, c'est-à-dire ça devient une tarification supplémentaire qui ne doit pas décourager les bons comportements. Ce type de captation-là, à ce que je sache, n'a jamais été proposé pour les infrastructures routières classiques. Prolongement de l'autoroute, réfection du pont-tunnel. Donc, est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un système où cette fiscalité applicable au bon comportement, bien qu'on voit l'attrait du financement que ça induit, risque d'avoir un effet structurant sur l'attractivité de l'offre? Donc, on revient vraiment à la question de, on a un budget de mobilité,
On alloue des ressources à la mobilité et comment est-ce qu'on transfère l'argent alloué à la mobilité classique vers la mobilité durable? Alors, moi, je suis ouvert à tous les modèles de financement de transport collectif. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça ne doit pas être au détriment de son attractivité. Ça ne doit pas être un outil de tarification fiscale qui le discrimine et qui organise le rabattement sur la mobilité classique. Donc, cet enjeu-là mérite considération, mais moi, je reviens toujours, là. Si on est sérieux dans le fait qu'on ramène un transport collectif au top, il ne faut pas lui mettre un fardeau qu'on enlève au transport routier classique, là. Justement, est-ce que ça fonctionne? Oui, on vous entend. Justement, cette perception qu'il y a un investissement dans le réseau routier, c'est un investissement. Et tout ce qu'ils ont fait pour le transport collectif, c'est une subvention. Exact. Et comment on peut briser cette perception-là pour vraiment... et aussi, les automobilistes, ils ne paient pas leur juste part. On ne réalise pas jusqu'à quel point le réseau routier est subventionné. Et subvention, on continue à encourager l'étalement urbain. C'est un immense défi qui, comme le transport collectif, est mis en face de ces contraintes. Et le réseau routier, il ne connaît plus des contraintes. Et comment sortir de ça? En rendant l'offre de transport collectif comme l'offre incontournable en termes de développement. C'est-à-dire que, vous le disiez, là, il y a comme une acceptation générale que le réseau de routier est incontournable, qu'on doit le maintenir, et que l'offre de transport collectif est une offre complémentaire intéressante. Ça doit être l'inverse, là. L'offre de transport collectif doit être l'offre incontournable et le réseau routier une offre de complémentaire intéressante. Merci. Je relance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, merci. Si t'es pas d'accord, tu peux y aller. J'aimerais... j'irais plus loin que ça. Là. On a fait un petit calcul hier, puis on a vu que, bon... 1 milliard de dollars par année dans le budget de la Ville de Montréal consacré aux routes et puis au déneigement facilement. Alors, puis qu'il y a peut-être un 20% de ça qui est seulement du stationnement. Là. Alors, je veux pas partir trop sur les iniquités des modèles de financement, mais clairement, on n'a pas demandé au réseau routier de se serrer la ceinture lorsqu'il y avait moins de trafic. J'apporterais quand même une nuance, Oui. parce qu'il n'y a pas de développement du réseau routier à Montréal. Non. Il n'y a pas de développement du réseau routier à Montréal. Effectivement. Non, je parlais effectivement du réseau autoroutier. Oui, alors monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quel genre de leadership la STM veut jouer en termes d'innovation, c'est-à-dire pour soutenir, en fait, collaborer davantage peut-être avec l'écosystème d'entreprises, de PME, de start-up qui développent des nouveaux produits ou qui veulent développer des nouveaux produits pour répondre à des enjeux, répondre à des besoins. Dans un contexte où, bien évidemment, on parle d'un marché public qui est très réglementé, vous l'avez mentionné, où souvent les sociétés de transport comme la STM sont davantage en mode passif, c'est-à-dire attendre qu'on leur propose des choses et éventuellement tester un produit. Quand on parle d'innovation, on parle davantage de collaboration en amont de ça, donc contribuer au niveau d'identifier les besoins, contribuer au niveau des orientations du développement des produits. Comment la STM veut jouer ce rôle-là dans un contexte d'électrification, notamment qui amène de grandes opportunités, de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire. Et vous avez fait état beaucoup du leadership que la STM veut jouer de façon générale, mais particulièrement en termes d'innovation et en soutien de l'écosystème québécois. Bien, vous l'avez dit, là, il y a quand même un cadre incontournable là, qui est notre processus d'approvisionnement. Puis il y a tout ce débat-là dans les différentes autorités publiques. Puis vous savez, moi, j'ai été élu en 2013. Après... Je suis un élu qui découle, qui a été la première vague d'élus après tout ce débat-là qu'on a eu autour de la commission Charbonneau. Donc, vous comprendrez que moi, depuis que je suis en politique, il y a toujours cet incontournable-là quant à la probité, justement, de l'utilisation des fonds publics. Mais comment, justement, on arrive dans ce cadre un peu lourd et contraignant, pour des bonnes raisons, à stimuler l'innovation? Comme je l'ai dit, puis c'était dans votre question, il y a un rendez-vous là, où on n'a pas le choix de travailler ensemble, là, qui est celui de l'électrification des transports, l'électrification de notre flotte d'autobus. Il y a aussi un ton, je ne le cacherai pas, là, il y a aussi un ton
où un élan puis un signal clair de la mobilisation de l'entreprise et de la direction de l'entreprise, qui est, on ne considère plus justement cet écosystème-là comme un adversaire, mais comme un allié, justement, parce que on accepte et on constate que plus les citoyens adoptent la mobilité durable, plus on les gagne comme clients. Même si parfois, pour des trajets, on peut les perdre parce qu'ils vont adopter un autre mode, au total, dans la progression de la mobilité durable, il y a plus de citoyens qui vont venir vers nous, plus d'usagers qui vont venir vers nous. Donc, il n'y a pas de réponse magique à ça, parce que vous avez raison de dire qu'il y a des processus, puis dans l'élaboration des appels d'offres, ou même dans la réflexion sur la nature et de nos infrastructures, il n'y a pas une recette clé. Mais clairement, là, je vous le dis, là, je suis président de la STM, il y a un signal d'ouverture, il y a une opportunité à saisir qu'on ne manquera pas, qui est tout le renouvellement de nos processus pour l'électrification des transports. Et quand on accepte et on proclame ce rôle qu'on veut être un leader en termes de mobilité durable, mais ça vient avec le fardeau de fédérer les forces en présence. Et on est dans ce cycle-là. C'est un début de mot de la fin. Alors, merci. Notre heure tire à sa fin. Alors, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette discussion, de vous prêter au jeu, de devenir président de notre société de transport et puis d'amener cette vision de développement, de défendre le transport en collectif, dans son financement, dans son rôle majeur qu'il a à jouer et dans tous les projets de développement qui s'en viennent au sortir de la pandémie et en considérant la crise climatique puis les changements climatiques. Alors, merci infiniment d'avoir participé à cette discussion-là. Merci infiniment aux gens qui ont assisté avec nous. Et puis, on se redonne rendez-vous peut-être dans quelques années pour voir comment tous ces projets-là avancent et puis voir avec la nouvelle mobilité au sortir de la pandémie, là, comment la STM continue d'être un patrimoine collectif et puis un acteur du développement de la collectivité. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai beaucoup apprécié la discussion et ce signal d'ouverture, si vous me permettez, je vais terminer là-dessus. C'est un signal d'ouverture là, face à l'ampleur de nos défis, face au fait qu'on veut les réaliser. On ne veut pas manquer notre shot. Je veux envoyer ce message d'ouverture. Notre élan ne sera que confirmé lorsqu'on réussira à mieux rallier, à mieux évoluer. Donc, merci à tous les acteurs de la mobilité durable. Je veux envoyer clairement ce signal d'ouverture là, que la STM sera au rendez-vous, à l'écoute, pour fédérer la mobilité collective à Montréal, fédérer la mobilité durable à Montréal. On va de l'avant, on est à l'attaque, puis on ne manquera pas notre shot. Bien, merci beaucoup. Et puis, je vous invite donc à prendre connaissance de tous les projets de la STM sur le site web de la STM, évidemment, et d'aller consulter la programmation de J'embarque les rendez-vous de la mobilité durable de Montréal au rdvmobilitémtl.org pour connaître la suite de la programmation. On a une foule d'événements vraiment cette année, très, très pertinents, très stimulants sur tous les volets de la mobilité durable. Merci beaucoup. Merci.